Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le deuxième brief de la semaine en ce jeudi 25 juin 2020 et on m'a demandé justement dans le Discord où était le petit script code que je vous ai présenté mardi il me semble. Ouais, il me semble que c'était mardi ou lundi, je ne sais plus. Vous savez le petit script en tout cas ce qui nous permet de savoir un petit peu comment sont positionnés la smart money et les traders particuliers sur le Chicago Mercantile Exchange, hein, donc sur les contrats futurs. Donc c'est très très simple, on a rajouté ça dans le Discord, hein, donc c'est dans cette petite section ici ressources, Trading View Script. Et vous avez ici le code, donc vous cliquez dessus, donc c'est un petit paste bin, hein, donc le script y est dedans. Vous le copiez et vous l'ajoutez à TradingView. Il y a un petit tutoriel ici si jamais comment faire pour ajouter le script. Et vous aurez le code tout simplement si vous cherchez à l'avoir. Donc le lien du Discord est en description et dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On est plus de 10 000 aussi pour venir échanger avec la communauté. Ça serait sympa. Et allez aussi jeter un petit coup d'œil aux autres documentations. Alors au menu du jour, pardon, le Bitcoin. On va parler aussi des spreads futurs, des choses intéressantes qui se montrent. On va parler des risk on risk off, hein, le Bitcoin qui semble toujours suivre un petit peu le S&P en ce moment. On va parler des altcoins, donc Ethereum, XRP, Litecoin, Neo. Ensuite on va parler de ADA et on va parler de Theta. Voilà, ça m'a été demandé. Donc on va aller checker tout ça. Vous savez, ça fait quelques semaines un petit peu que je vous parle des options. Et là, ça devient de plus en plus intéressant, ou plus intéressant que jamais, parce que demain, c'est l'expiration justement de ces contrats. Et on va parler de pas mal de choses aujourd'hui sur les options. Et on fera aussi un petit peu d'order flow, si j'oublie pas, parce que des fois, j'oublie. Donc voilà, peut-être un petit peu d'order flow. Peut-être aussi aller jeter un coup d'œil du côté du GBTC, etc. Voilà, peut-être pas mal de choses aujourd'hui. On va voir tout ça. Alors pour le Bitcoin, toujours dans cette battle zone, hein, il se passe rien. On attend la résolution, d'ailleurs je vais pouvoir la supprimer. Je vais plus maintenant mettre les potentiels necklines, en tout cas non, les necklines des potentielles structures qui pourront donner une dynamique baissière à ce marché, donc vous allez comprendre très très vite. Donc les necklines des M en fait tout simplement, donc il y en a une ici. Maintenant, il y en a une ici et il y en a une ici en fait, tout simplement. Donc ici, il y a trois necklines qui pourraient se confirmer. Si jamais on casse ces niveaux, on pourrait donner ça pourrait donner vie à tous ces M ici. Donc un premier ici, un deuxième ici, un troisième ici. On peut en voir plein. Donc quand le marché de souris, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent. Rappelez-vous de ce petit mémo technique et ça ferait sens entre guillemets. On arrive au deuxième trimestre, à la fin du deuxième trimestre à laquelle les institutions se cassent en vacances, je le répète depuis pas mal de temps, très généralement, il y a des prises de profit à la fin de ce deuxième trimestre. On peut aller voir du côté du S&P, on va parler des assets à risque directement. Je vais plus utiliser voilà, celui-ci. Donc peut-être la même chose du côté du S&P, c'est-à-dire un marché qui commence à sourire un petit peu, un marché qui potentiellement pourrait instaurer un top ici, pourrait initier un petit rallye ici, un retracement tout simplement, donc un petit swing baissier, donc quelques petites semaines de baisse ou tout simplement venir évoluer un petit peu entre ces deux bornes pour l'été, pour ce deuxième trimestre, donc entre ici et ici tout simplement. Donc on va tracer un petit fib, on va voir où se situe la zone de rechargement et le premier arrêt tout simplement. Donc voilà, le premier arrêt est ici aux alentours des 2835 points, la zone de rechargement est ici. Peut-être qu'on a instauré notre top pour l'été, donc peut-être que le marché va évoluer dans ce trading range, comme je l'ai dit, juste ici et ici sur le S&P et potentiellement la même chose sur Bitcoin, c'est-à-dire entre 3008 ici et si je dis pas de conneries, 10 500 $ grosso modo. Mais on voit que le marché commence un petit peu à sourire sur le S&P comme ceci. On voit aussi potentiellement ce petit sourire qui se dessine. Donc voilà, des sourires dans des sourires, des M dans des M potentiels. C'est pas très joli pour les bulls, ça pourrait nous amener à penser que ce marché est potentiellement prêt à retracer. On avait parlé un petit peu des divergences de momentum qui sont présentes. Donc les divergences qui indiquent aux bulls de penser à se calmer un petit peu, en tout cas ce mouvement perd de sa force. Si ces M prennent forme, ou ça dans la zone de rechargement de short, on pourrait se dire ok bon, ce marché est prêt à retracer un petit peu, en tout cas les bulls sont prêts à se calmer, si je vous indique un petit peu la zone de rechargement de short comme ceci. On est en plein dedans, donc ça ferait sens de voir des institutions commencer à prendre des profits simplement à la fin de ce deuxième trimestre sur ce rallye ici. Ça ferait complètement sens. William a quitté son état d'enfoncement depuis pas mal de temps, qui indique justement encore une fois aux bulls de penser à se calmer un petit peu. Et ça ferait sens, comme j'ai dit, de pouvoir instaurer un top ici et de revenir retracer ce mouvement un petit peu. Le Bitcoin est potentiellement dans la même chose, dans la même dynamique, mais pour ce faire il faut que tous ces M se confirment tout simplement. Donc on pourra en voir pas mal de petits M ici se dessiner. Pour l'instant c'est pas encore le cas.
Donc voilà, à suivre. Si les Bulls perdent ces niveaux, attention, ça va sentir mauvais pour eux, hein. On repartira très très probablement dans une dynamique qui est baissière, ok. Et un objectif réaliste, totalement réaliste, un niveau qui demande à être testé en tout cas, enfin pas qui demande à être testé, mais un niveau qui peut être visité très très probablement, c'est simplement le premier arrêt qui lui va nous dire ok, est-ce que ce mouvement tendanciel est toujours bullish ou non. Donc le premier arrêt qui est à 7 900$ en plein dans ce creux ici, il me semble que j'avais identifié, non on va le faire. Vous voyez ici ce gros creux dans le volume profile, donc le marché va demander à revenir faire du business ici très probablement, ok. Donc vous voyez ici là, pour l'instant, il y a tous ces acheteurs actuellement qui défendent leur position ici, donc qui défendent aussi la possibilité que ce marché puisse nous faire des M dans des M. Mais si on perd ce niveau, très très probable que très rapidement on pourrait se diriger dans ce creux et au final le marché aura donné vie à ces M, donc on repassera dans une dynamique qui est baissière, qui est contrôlée par les bears et ensuite on verra jusqu'où les bears pourront pousser ce marché. Donc premier objectif comme on l'a vu, le premier arrêt, hein, donc ok les 7 900$, rappelez-vous de la règle de Gann, hein, ce marché peut retracer de moitié en moitié moins de temps, donc revenir à horizon de 7 159$ à horizon du 11 juillet 2020, ok. Et la zone de rechargement, donc là je le répète sans cesse, hein, mais si vous êtes investisseur, c'est cette zone qui vous intéresse, que vous devez regarder, vous n'achetez pas lorsque le marché est tout en haut ici, ok. Vous cherchez à localiser vos investissements dans des zones intéressantes et généralement ces zones ce sont les zones de rechargement d'achat, donc ici entre les 6 300 et les 5 200$. On peut aussi voir ce creux que je vais noter juste ici, donc le marché peut aussi redemander à venir faire du business ici. Donc voilà, comme j'ai dit, comme sur le S&P, c'est-à-dire peut-être avoir un range pour l'été entre les 3008 et les 10 500 et un marché qui va errer entre ces deux bornes, potentiellement le temps que les institutions reviennent. Elles reviennent au troisième trimestre, donc fin septembre, ok. Donc peut-être qu'on pourrait rester bloqué entre 3008 et 10 500 pour tout l'été. Mais quoi qu'il en soit, on s'en fiche de ça. Nous, ce qu'on veut, si vous êtes investisseur, ce que vous voulez savoir, c'est ok, où est-ce que je peux envisager, et je dis bien envisager de racheter, après c'est vous qui voyez, hein, mais généralement, vous devez privilégier quand même les zones de rechargement si vous voulez vous construire une moyenne assez bonne, hein, assez stratégique dans le temps si vous faites du dollar cost average, hein, donc qui consiste à acheter un petit peu par palier, hein, donc peut-être tous les mois ou peut-être toutes les zones de rechargement, voilà, ça dépend de comment vous voulez fonctionner tout simplement, ok. Donc voilà, mais quoi qu'il en soit, si les bears arrivent à casser là tous les niveaux que je vous ai dessinés, et ben pour moi ça indiquera qu'ils reprennent le contrôle de ce marché, qu'on repasse dans une dynamique qui est baissière, qui est contrôlée par les bears. Et on verra jusqu'où ils arrivent à tirer ce marché, hein, parce que à chaque fois qu'ils la récupèrent, comme ici par exemple, donc si les bears ont récupéré la dynamique, ils ont réussi à aller pousser ce marché plus bas que ses précédents creux. Pareil ici, ce M a pris forme, ils ont réussi à pousser ce marché plus bas que le précédent creux. Pareil ici, lorsque ces M ont pris forme, ils ont réussi à pousser ce marché plus bas que le précédent creux. Donc est-ce qu'ils vont réussir à faire la même chose, c'est-à-dire essayer d'aller pousser Bitcoin sous 3008? Ça sera l'objectif ultime pour eux. Je vous avais expliqué un petit peu pourquoi au niveau du volume profile, hein. Donc clairement dans ce trading range ici, là où il y a eu le plus de volume exécuté, c'est ici, c'est à 3008. C'est pas anodin que le marché s'est arrêté ici, hein. Ici il y a beaucoup de gens qui ont défendu leur position, de gros portefeuilles ont défendu, hein, lorsqu'on a eu cette grosse candle qui a été liquidée tout le monde, cette grosse bougie. Et clairement le niveau il est clair, ici le niveau des bears dans ce trading range il est ici, c'est-à-dire que là ici vous voyez c'est la deuxième zone où il y a eu le plus de volume traité, donc les vendeurs défendent majoritairement cette zone, donc s'ils arrivent à repousser le prix ici, on pourrait très probablement essayer d'aller se réattaquer aux bulls ici, hein, et voir s'ils arrivent eux de leur côté à tenir les 3008, sachant qu'ici rappelez-vous c'est un V-bottom, les V-bottom sont amenés à être retestés pour être soit transformés en W, soit en M, donc M continuation baissière ou W inversement de la dynamique, hein, donc probablement reprendre une dynamique haussière. Rappelez-vous, il y a toujours ces creux qui nous attendent dans ce trading range, donc le marché va demander très probablement à revenir faire du business dans ces zones ici, donc à revenir manger les mèches, à revenir tester ce V-bottom, et ça fait d'excellentes raisons de localisation. Si vous êtes investisseur, hein, ce sont d'excellentes raisons de localisation. Si vous pensez que le bottom du Bitcoin est à 3000$, que ce marché n'ira pas plus bas, et ben dans ce trading range, c'est
à mon sens, hein, ici c'est la meilleure localisation si vous êtes investisseur, donc grosso modo entre les 5000 et 4002, si vous prenez ce creux ici dans le volume profile et aussi ici entre les 6002 et les 5300 $, et ce gap, ce creux dans le volume profile, on en a déjà parlé, mais il y a aussi celui-ci. Mais en fait là les bulls et les bears sont en train de se renvoyer la balle un petit peu, donc les bears défendent cette zone où beaucoup de volume a été traité, défendent leur position grosso modo 9004, 9009, on peut étendre ça jusque 10500, jusque la résistance, et eux les bulls pareil, hein, 3800, leur plancher, si on perd ce niveau, voilà, si on perd en gros les 3000, 3400, 3800, ça sent mauvais pour les bulls, hein, et le but du marché ce sera d'aller récupérer cette liquidité en le poussant plus bas. Est-ce que les bears vont réussir à faire ça? Je ne sais pas. Depuis qu'ils ont repris le contrôle de ce marché en hebdomadaire, hein, donc ici ils ont repris le contrôle depuis le 23 septembre 2019, hein, depuis cette candle ici qui a donné vie à ce M. Ils ont repris la dynamique, une dynamique est baissière qui fait des M-top avec des V-bottom. M-top et V-bottom, signe de dynamique baissière. Donc eux, leur objectif aux bears, il est clair, c'est d'aller péter les 3008. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais strictement rien. Eux, leur objectif aux bulls, c'est de maintenir en vie les 3008, d'instaurer un creux ascendant et ensuite d'aller péter ce sommet pour reprendre une dynamique haussière tout simplement. Et si les bulls arrivent à faire ça, on pourrait se dire ok, Bitcoin redevient contrôlé par les bulls sur une échelle hebdomadaire, donc peut-être que à moyen terme, voire même long terme, le Bitcoin aura de beaux jours devant lui, mais actuellement c'est pas le cas, encore une fois. Ok. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour la vue weekly, vous expliquer un petit peu où les bulls et les bears se renvoient un petit peu la balle, hein, depuis pas mal de temps. Mais tout simplement, voilà, comme je l'ai dit, si jamais ici on casse ces niveaux, on repartira pour moi dans une dynamique baissière, au minimum revenir tester le premier arrêt à 8000 $, et ensuite on verra jusqu'où les bears arrivent à pousser ce marché. Au niveau de l'OBV, on commence à voir des M prendre forme, donc ça c'est pas bon signe pour les bulls, hein. Les capitaux commencent à partir du marché, donc attention, on commence à avoir des petits M ici. Au niveau des volumes, il y a toujours aucun des deux camps qui se réveille pour le moment, des volumes vendeurs décroissants, des volumes acheteurs décroissants. On attendra un réveil des deux camps, hein, donc voir si les bears vont réussir à se réveiller. Si jamais on a une cassure, donc là je vais redessiner ça, hop, comme ceci. Donc si jamais on a une cassure en des niveaux que je vous ai montré ici, que tous ces M prennent forme, on veut voir du volume, on veut voir vraiment le volume vendeur se réveiller, on va voir les vendeurs se réveiller. Ok, pour l'instant c'est pas le cas, donc on va suivre ça aussi. Au niveau du momentum, ce momentum est toujours contrôlé par les bears. Tant qu'on ne voit pas ce W prendre vie, les bulls ne récupéreront pas le momentum. Donc actuellement les bears ont le momentum, mais ils n'ont toujours pas la dynamique. Ce qui leur manque, c'est la dynamique, hein, donc c'est d'instaurer tous ces M ici. Ok, pour l'instant, ils ne sont pas présents, mais s'ils prennent vie, les bears auront la dynamique, ils auront le momentum, donc tout pour pousser ce marché plus bas. Et pour ceux qui utilisent le RSI, je vais vous remontrer la pertinence des trendlines, hein, et des structures de l'autre côté. Donc ici on aurait pu dessiner cette trendline, vous voyez ici le break de la trendline, mais c'est pas suffisant en break. Ce que vous voulez voir derrière ce break, c'est un W. Tant qu'on n'a pas de W de l'autre côté, ce qui est très très probable, c'est de revenir longer celle-ci ou de repasser dessous, hein. Et le RSI ici, on est bien repassé sous la trendline, donc attention, les breaks, ce n'est jamais suffisant. De l'autre côté, vous voulez voir des W, et c'est pareil sur le cours, et je vais aller vous montrer ça, comme j'en ai déjà parlé mardi dans le brief. Donc là je vais aller en 4 heures, ici j'ai rien à vous montrer de très intéressant, je vais changer de chart. Voilà, on va aller sur Bitfinex, et comme ici on l'avait noté, donc ça c'était un potentiel setup de continuation, donc je peux le supprimer. Hop, mais comme on l'avait identifié, enfin comme je l'avais montré, rappelez-vous, je vous avais dit, les breaks de trendline, encore une fois, c'est jamais suffisant. Ce que vous voulez voir de l'autre côté, c'est un W qui se montre, hein, qui montre que ce break est réel, qu'on a bien le prix qui est accepté ici, que le prix arrive bien à évoluer de l'autre côté de cette trendline et que les bulls arrivent à se montrer. Et les bulls se montrent comment? Avec des W, aussi simple que ça. On peut voir qu'on a le break et derrière le marché nous fait pas de W, hein, le marché nous fait un M, et ça c'est mauvais signe. Le marché revient longer la trendline et encore pire repasse dessous, donc faites très attention au break de trendline, vraiment je le répète tout le temps, mais faites très très attention, hein. Ici le marché, clairement on voit, il se remet à dessiner un M et hop on revient longer, on repasse dessous, et ici c'était un piège en fait, un bull trap, on a piégé ceux qui ont acheté ce break tout simplement. Donc faites très attention. On n'est pas venu chercher la zone de rechargement de short, hein, de tout ce mouvement, on peut dire qu'on est venu chercher celle-ci, donc si j'arrive bien à déplacer mon fib, sinon c'est pas grave, je vais le retracer comme ceci, hop. Donc comme ceci, hop. Donc la zone de rechargement ici, on est bien venu la rechercher si on prend ce mouvement. Donc pour l'instant le marché évolue de zone de rechargement de short en zone de rechargement de short de ce qu'on voit, hein. Donc par exemple ici et ensuite ici, ok.
Donc hop, ici on vient bien pardon, rechercher la zone de rechargement de short. Donc si zone de rechargement de short, des M prennent forme, les bears se remontrent. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à continuer cette dynamique baissière pour l'instant en 4 heures, hein, c'est-à-dire d'à chaque fois réussir à instaurer des sommets plus bas avec des creux de plus en plus bas, hein. Donc ici, est-ce qu'on va réussir à les faire un sommet plus bas et donner vie justement au M en daily qui là pourront nous indiquer ok, les bears reprennent une dynamique baissière aussi en daily et ce marché est prêt tout simplement à retracer tous ces mouvements. Donc là on avait aussi parlé de ce setup de continuation, hein. Donc personnellement, ce qui me manquait pour ce setup, encore une fois, c'est le biais. Je n'avais pas ma confirmation momentum. Certains traders de continuation ont pu le prendre. Et ici, ça target les 13006. Hein, donc leur stop est positionné sous ces creux ici, sous les 8100 $. Donc affaire à suivre pour les bulls. Enfin, pour les traders de continuation. Donc ici, des traders qui sont bulls, hein. Et ici les traders de rallye contre tendance, eux qui vont pouvoir initier des shorts encore une fois parce qu'on a la localisation, zone de rechargement de short, hein. Si je prends bien ce mouvement, on est bien dans la zone de rechargement de short, ça y a pas de souci comme je vous ai montré sur le S&P ici. Vous voyez bien entre la zone des 7009 et des 9100 $, même un tout petit peu au-dessus, donc c'est bon comme raison de localisation. La confirmation momentum, on l'a depuis longtemps, on a de nombreuses divergences qui ont pris vie, hein, donc confirmation momentum, ok. Et les structures, c'est ce qu'on attend, on attend qu'elles soient résolues. Alors maintenant, ce qui pose problème ici, c'est le risk reward qui n'est pas bon parce que le smiling setup, en tout cas le setup qu'on trade, nous, c'est la target de profit se fait sur un retracement de moitié. Et ici, on voit que par exemple, si on prend cette structure ici, on n'a pas de risk reward, ok. Enfin, personnellement, je cherche au minimum 2 de risk reward et ici, je ne les ai pas, j'ai 1,51. Donc, comme vous le savez, encore une fois, on peut optimiser ça, c'est-à-dire on peut attendre que les structures prennent forme et de se dire, ok, dès que les structures ont pris forme, on vient shorter la zone de rechargement de short, hein, par exemple, attendre un rebond du marché ici, par exemple, je sais pas, dans les 9007, 10 000 $ et de se dire, ok, je viendrai shorter par exemple le ratio doré, là on pose le stop au-dessus de la structure initiale, hein, comme ceci, et là on peut voir que le risk reward est bien meilleur, qu'on a 3,59 de risk reward, ok. Donc voilà, ça dépend encore une fois de vos profils. D'autres, comme je l'avais déjà expliqué, peuvent se dire ok, moi je m'en fous, les M prennent forme, je short, ce qui est totalement cohérent pour un trader de rallye contre tendance, hein. Je pose mon stop au-dessus du creux, du sommet initial, hein, de la structure, et je peux targeter un profit sur le ratio doré. Là vous voyez que ça fait 2,13 de risk reward, donc supérieur à 2, ok, c'est intéressant. Encore une fois, ça dépend de vos profils, hein. Vous devez savoir ce qui fonctionne le mieux pour vous, donc pour ça, paper trading, etc., je le répète tout le temps. Donc voilà, mais en tout cas, si ces M prennent forme, totalement cohérent de voir des gens chercher à shorter ce marché, puisque la dynamique s'inversera, et la dynamique sera du côté des bears, tout simplement, ok. Ok, donc voilà, donc je pense que j'ai rien d'autre à dire au niveau du Bitcoin en daily. Peut-être aller faire un tour en weekly. Je vous avais parlé un petit peu du RSI en weekly. Donc vous voyez ici cette zone de contraction, on en a parlé. Est-ce que le RSI va partir en W, donc très probablement mouvement de continuation, ou en M, et de se dire ok, les bears vont reprendre le contrôle du momentum ici, donc résoudre cette zone de contraction à la baisse, hein, tout simplement. Et c'est ce qu'on va suivre, hein. Donc si ça part en M, les bears auront gagné, si ça part en W, les bulls auront gagné. Donc on va suivre ça aussi au cours des prochains jours, hein, et probablement au cours des prochaines semaines. Voilà. Donc maintenant on va parler des options. Donc je vous ai parlé des options depuis quelques semaines. Maintenant je vous ai un petit peu initié aux options parce que ça commence à bouger, on en avait parlé un petit peu. Donc là je vais aller sur Skew très rapidement. Donc vous avez parlé un petit peu des options parce que l'open interest a commencé à pas mal augmenter. Je vous ai parlé de ça en fin mai, il me semble que c'était fin mai, parce que j'ai commencé à avoir du gros volume arrivé sur les options, que ce soit du côté de Deribit ou du côté du Chicago Mercantile Exchange. Donc je me suis dit ok, on va commencer à initier les options, et il faut savoir que maintenant ces options expirent demain, donc vendredi 26 juin, fin du deuxième trimestre. Fin du deuxième trimestre, les options expirent. Donc voilà, les institutions qui vont se casser en vacances et les expirations des options. Et ce qu'on peut voir actuellement, c'est déjà l'open interest a pas mal augmenté, on a 436 millions, le mois dernier on était à 170 millions sur le CME, donc voilà, l'open interest a pas mal augmenté, les volumes aussi ont augmenté, hein. Début mai on était à 2-3 millions journaliers, on a connu des pics à 60 millions, voire même un peu plus haut encore, hein, sur le CME. Sur Deribit, on a connu des volumes complètement fous, donc les options commencent à intéresser. Pourquoi je vous parle des options ? Parce que les options peuvent influencer le prix, tout simplement, hein, le prix du spot, hein.
Bon, le cri est pas trop fort, mais bon, ça sert un petit peu à Wall Street pour faire un petit peu de manipulation. Enfin bref. Faut savoir qu'actuellement, les gros intérêts pour les expirations justement qui arrivent demain sont postés sur grosso modo le niveau des 11 000 jusque grosso modo le niveau des 14 000 $, 15 000 $. Du côté des calls, donc les achats de calls, hein, je vous avais expliqué calls et puts si jamais, mais sinon vous pouvez trouver sur YouTube des vidéos qui vous expliquent très bien. Parce que là, si je le fais, ça va prendre vraiment trop de temps. Et ici, on peut voir pas mal d'intérêt du côté des puts, ok. Et on peut voir qu'actuellement, le marché, il est en grosso modo entre des zones où il y a peu d'intérêt. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà 90% des puts sont écrits par les institutions. C'est-à-dire que demain, si vous achetez un put, si vous voulez le vendre, c'est l'institution qui va vous vendre ce put. Pourquoi ? Parce que quand vous vendez un put ou un call, vous êtes obligé d'honorer le contrat. C'est-à-dire que en fait, je vais commencer par le début. Donc, quand vous achetez un call ou un put, vous êtes en droit d'exercer ce contrat ou non. C'est-à-dire que vous payez le prime, hein, donc le prime c'est l'assurance, ok. Pour avoir votre contrat, vous devez payer le prime et ensuite, si le marché vous donne raison, entre guillemets, vous allez exercer votre contrat. Si le marché vous donne tort, vous n'allez pas exercer votre contrat, mais vous avez payé le prime. Ça, c'est quand vous achetez un call ou un put. Donc vous n'êtes pas obligé, vous êtes en droit d'exercer ou non. Mais quand vous êtes un vendeur de call ou un vendeur de put, vous êtes obligé de faire ce que vous dit l'acheteur. C'est-à-dire que si l'acheteur veut exercer son contrat, vous devez honorer ça. C'est-à-dire que vous devez grosso modo dire ok, tu veux honorer ton contrat, et ben moi je peux faire que tu puisses l'honorer. Je tiens ma parole et je fais ce que tu veux, ok. Donc le vendeur est à la merci de l'acheteur. C'est-à-dire que si l'acheteur ici veut exercer son contrat, et vous êtes obligé d'honorer ça. C'est-à-dire que vous êtes obligé de lui donner ce qu'il veut. Donc c'est pour ça que généralement, 90% des puts ou des calls, enfin généralement on parle de puts, les puts sont écrits par les institutions parce que les institutions ont les moyens d'honorer votre contrat. Généralement, les particuliers ne peuvent pas vendre de puts parce que ils ne sont pas en mesure de pouvoir assurer qu'ils sont... qu'il est probable, enfin comment expliquer ça, qu'ils puissent honorer le contrat en fait, tout simplement parce que je ne sais pas, admettons, quelqu'un cherche à acheter pour 100 bitcoins de puts, donc il prend un contrat de 100 bitcoins, il achète un put, ok. Et si vous derrière vous dites ok, moi je te vends ce put, vous prenez le prime, donc quoi qu'il arrive le vendeur récupère le prime, donc l'assurance, donc déjà il gagne cet argent, mais par exemple, si cet acheteur de put a raison et que vous ne pouvez pas honorer le contrat, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas lui racheter ses bitcoins au prix où il a décidé de les vendre, et ben il y a problème. Alors qu'une institution, elle, a l'argent pour le faire. Donc c'est pour ça que généralement, c'est soit l'exchange ou des institutions qui ont beaucoup d'argent qui vendent les puts ou les calls, ok ? Donc là, on va parler des puts. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt du côté des puts au niveau des 7250, 8000 $, 8900, 9000 $. Donc voilà, des gros intérêts, grosso modo, entre la tranche des 7000 et 9000 $. Ok ? Faut savoir qu'il est très probable que ceux qui ont acheté ces puts, ok, sont peut-être des particuliers, mais ceux qui leur ont vendu ces puts sont très probablement des institutions, ok. Donc les institutions ont tout intérêt à ce que le Bitcoin ne soit pas entre les 7000 et les 9000 $ pour être rentable, tout simplement pour qu'elle puisse gagner de l'argent, ok, pour qu'elle n'ait pas à honorer le contrat et à fournir les Bitcoins. C'est-à-dire que si le Bitcoin se retrouve sous 7000 $, grosso modo, ou en tout cas on va prendre ici sous 9000 $, on va prendre 7250 $, 7000 $, ok. Donc si le Bitcoin s'était retrouvé sous 7000 $ avant l'expiration des contrats, ces institutions auraient perdu de l'argent parce que ces acheteurs de puts auraient demandé à exécuter leur contrat, c'est-à-dire de pouvoir vendre leur Bitcoin tout simplement à 7250 $, par exemple si le Bitcoin était à 6000. Donc ok, elles auront fait une plus-value, c'est comme ça que ça fonctionne. Et quand je vais sur des Rebit, qu'on va voir un petit peu les open interest, on peut voir que ici, vous pouvez voir que grosso modo, entre les 7000 et les grosso modo 9000 $, il y a beaucoup de puts qui ont été exécutés en fait. Beaucoup de puts qui ont été achetés et s'ils ont été vendus, c'est qu'ils ont probablement été vendus par des institutions ou l'exchange lui-même, ça arrive. Et cet exchange ou ces institutions ont tout intérêt à garder de l'argent et à maintenir le prix jusqu'à l'échéance de ces contrats pour gagner de l'argent en fait, tout simplement pour que ces acheteurs de puts n'aient pas à exécuter leurs droits et
qu'elles payent le prime et qu'elles n'exécutent pas leur contrat et qu'elles ne gagnent pas d'argent en fait, tout simplement. Donc voilà pourquoi potentiellement que le Bitcoin est un petit peu maintenu là-haut pour ne pas faire gagner tous ces acheteurs de puts et de se dire ok, si les bears reprennent le contrôle, ce marché ira probablement ici. J'ai déjà cherché ce creux, donc ce creux comme par hasard est aux alentours des 7300$, on le voit, là où il y a pas mal d'intérêt niveau puts, et de se dire ok, le marché ira très probablement retester ces zones, mais faut pas le faire avant le 26 juin, sinon ces mecs vont gagner trop d'argent et les institutions vont perdre de l'argent puisque c'est probablement elles qui ont vendu ces puts, ok ? Donc voilà pourquoi probablement que le marché est maintenu ici en attendant les expirations et on ira probablement après, une fois que les contrats auront expiré, que ces mecs auront payé leur prime, enfin ils ont déjà payé le prime, mais ces mecs ne pourront plus exercer leurs droits justement sur leur contrat, donc ne pourront plus gagner d'argent entre guillemets. Donc voilà, ou alors est-ce que le marché veut tout simplement aller au-dessus des 11 000, donc on voit que les gros intérêts au niveau des calls c'est entre les 11 100 et grosso modo les 15 000$. Est-ce que le Bitcoin est en train de consolider avant d'aller chercher ces prix-là, mais qu'avant on attend justement que ces acheteurs de calls voient leur contrat expirer pour y aller et que ça coûte le moins cher possible? Je pense que c'est plus côté puts qu'on attend parce que les institutions vendent 90% des puts, écrivent ces puts tout simplement. Et en fait là actuellement ça pourrait permettre à ces puts d'expirer worthless, c'est-à-dire de ne pas être exécutés en fait tout simplement, c'est-à-dire ils ont été écrits, ils ont récupéré les primes mais ils exécuteront pas leurs droits, donc les institutions récupèrent l'argent dans leur poche en fait, aussi simple que ça, ok. Donc voilà, ça c'était pour côté option, donc peut-être que le prix est maintenu jusqu'à l'échéance de ces contrats pour que les institutions puissent gagner, parce que ok, peut-être des institutions ont acheté des calls ici jusque 11 000, 15 000 au cas où le marché aurait cassé la résistance, donc déjà il faut savoir que ça leur coûte pas cher parce que majoritairement ces calls ont acheté il y a pas mal de temps parce que les volumes ont pas mal baissé, donc ce qui fait qu'ils ont eu un petit prime, parce que rappelez-vous, je vous avais montré ici au niveau de la probabilité, plus la probabilité est haute, moins votre prime coûtera cher. Donc ces institutions qui ont peut-être acheté des calls, déjà leur prime ça leur coûte pas cher, ok. Mais s'ils ont vendu ces puts ici, ils ont tout intérêt à ce que le marché évolue au-dessus des 7 000 et 9 000$ jusque le 26 juin 2020 en attendant que tranquillement ces options expirent, et là ils diront ok, maintenant on peut aller pousser le marché là-bas parce que ces mecs ne pourront pas exercer leurs droits sur leur contrat tout simplement, ok. Donc voilà, et comme je l'ai dit, peut-être aussi que le Bitcoin qui sait prépare un push pour aller péter la résistance des 10 500 et qu'on a besoin d'attendre que ces calls, non ici que ces calls expirent. Peut-être, ok, peut-être, mais moi je pense plus que, ok, les institutions ont écrit les puts ici, et elles ont tout intérêt à ce que le Bitcoin ne se retrouve pas entre les 7 000 et les 9 000$ grosso modo, parce qu'elles vont pouvoir justement, ces contrats vont pouvoir expirer tranquillement, elles vont garder le prime dans leur poche et gagner tout simplement, voilà. Je pense que ça fonctionne comme ça pour le coup. Donc là, je vous ai parlé de l'open interest sur Deribit, mais c'est grosso modo la même chose sur le Chicago Mercantile Exchange. Donc on voit de gros intérêts du côté des puts au niveau des 8700, 8500$. Donc voilà, il faut savoir que très probablement ceux qui ont vendu ces puts, ce sont des institutions, donc qu'elles ont tout intérêt à ce que le prix évolue au-dessus des 8700, 8500$ à horizon de demain. Donc probablement que le prix est maintenu au-dessus des 9000 artificiellement entre guillemets, ou en tout cas on peut parler de manipulation dans ce cas. Probablement. Comme je vous ai dit, Wall Street, voilà, s'emmerde pas trop pour manipuler du côté du S&P, etc. Côté options, c'est probablement la même chose sur le Bitcoin, faut pas se le cacher. Donc voilà, probablement que le prix est maintenu au-dessus des grosso modo 9000$ à horizon de demain pour que ces institutions ne puissent pas perdre d'argent. Parce qu'on voit du côté du CME, il n'y a pas trop d'intérêt côté puts. En dessous des 8005 grosso modo, donc 8005, 8700 gros intérêts, et sinon les achats de call on en avait parlé, mais gros intérêts 10 500, 10 008, 14 000, 14 000$, 15 000$, donc voilà, de gros intérêts, 11 000$ aussi, donc déjà eux ont payé le prime, donc ne pourront pas exécuter leur contrat, tout simplement, ça n'a pas de sens de l'exécuter, le prix sera inférieur. Et sinon niveau achat de call, ah oui, j'avais oublié de vous parler de ça aussi, donc niveau achat de call, il n'y en a pas eu énormément, bizarrement, sous ces prix, donc il y en a eu pas mal, ok, au prix actuel, donc ok, donc c'est tout bénef là pour le coup, donc il y en a eu aussi ici 9004, 9005, donc vous voyez, même niveau achat de call, il n'y en a pas énormément en dessous des 9000, donc le prix a tout intérêt pour moi à expirer grosso modo
au-dessus des 9000, en dessous des 9004. Donc voilà, jusque demain probablement que le prix n'ira probablement pas en dessous des 9000 et pas au-dessus des 9004 pour qu'on puisse expirer tranquillement et faire payer un maximum de personnes probablement. Et du côté de Deribit par contre ça change un petit peu, c'est-à-dire que Deribit il y a eu beaucoup d'acheteurs de call sur le niveau des 7000$, 8000$ et 9000$. Donc déjà, ces acheteurs de call vont pouvoir exercer leurs droits, c'est-à-dire que ces acheteurs peuvent devenir des vendeurs, ok. Donc c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir racheter leur bitcoin, acheter leur bitcoin à 8000 demain et les acheter à 7000, peut-être qu'ils l'ont déjà fait avant, je ne sais pas c'est quel type de contrat sur Deribit, faudra les vérifier, voir s'ils peuvent exercer ou non leurs droits avant l'expiration du contrat, mais on va dire qu'ils vont exercer leurs droits demain à l'expiration. Donc probablement beaucoup d'acheteurs qui vont récupérer du bitcoin à 6000, 7000, même 9000$, ils vont chercher à le vendre, donc peut-être, nouvelle pression vendeuse, tout simplement, ok. Voilà, donc peut-être que demain le prix, après l'expiration, peut-être qu'on aura un petit peu le move baissier, hein, si tous ces M prennent forme, parce que le marché pourra aller chercher, comme je vous l'ai montré, ces niveaux ici, ces puts qui ont été écrits par des institutions et qui ont tout intérêt à garder les prix au-dessus de ces niveaux pour gagner de l'argent tout simplement, et peut-être que tous ces acheteurs de call ici, eux vont pouvoir exercer, très probable qu'ils vont exercer leurs droits, puisque là ils sont en gain, donc ce serait complètement débile de leur part de ne pas le faire, et du coup vont pouvoir récupérer leur bitcoin à 7000, 8000, même 9000$ et le vendre directement pour faire la plus-value, hein. Si vous récupérez du bitcoin à 7000, là, actuellement vous pouvez le vendre à 9000, donc plus-value directe, donc peut-être augmenter la pression vendeuse. Du coup ces acheteurs de call vont pouvoir peut-être vendre leur bitcoin pour récupérer leur plus-value, donc augmenter cette pression vendeuse, et peut-être qu'après l'expiration on aura le move baissier. Donc voilà, je voulais vous expliquer un petit peu ça du côté des options, tout simplement. Donc voilà, peut-être que le marché attend l'expiration de demain pour enfin bouger, et peut-être que les bears vont réussir à péter ici ces necklines, hein, pour instaurer tous ces M, pour instaurer une dynamique baissière. Donc voilà, 30 minutes sur le Bitcoin, au moins c'est fait, demain j'y reviendrai très rapidement, mais voilà, là, je vous ai expliqué le gros des options. Donc voilà, je pense que j'ai plus rien d'autre à dire. Alors côté spread futur, qu'est-ce qu'on voit? On a commencé à avoir des M un petit peu ici, hein, donc ici premier M qui s'est dessiné, pas très bon signe pour les bulls lorsque vous commencez à avoir des M ici. Donc voilà, qui indique aux bulls de penser à se calmer un petit peu. Donc les spreads qui sont en accord avec ce mouvement, assez intéressant. Après on est toujours sous contango, donc attention, on est dans un environnement bull, hein, où une demande surperforme l'offre. Et si jamais ces M prennent forme, on va voir un marché qui va en backwardation, hein, donc qui repasse sous zéro et qui continue de dessiner des M en backwardation, signe d'une offre supérieure à la demande. Donc on pourra initier un mouvement baissier comme ceci, ok. Ethereum, LTC, pas grand chose d'autre à dire. Au niveau de l'analyse intermarket, on voit qu'on continue de dessiner des W sur les spreads, donc que les capitaux tout simplement rentrent dans l'USDT et quittent le Bitcoin, donc ça c'est pas encourageant pour les bulls. Au niveau des assets à risque, j'en ai déjà parlé en début de brief, hein, mais Bitcoin qui semble toujours suivre le S&P. Est-ce que le S&P est en train d'instaurer un top? Bitcoin pareil, Bitcoin commence à peut-être instaurer des M, peut-être le S&P la même chose. On voit que le gold lui est en train d'essayer de breaker un petit peu. Les obligations aussi qui tentent de dessiner des W, peut-être partir sur des mouvements de continuation comme ceci. Donc on va suivre ça, hein. Donc peut-être les capitaux qui rentrent côté risk-off sortent côté risk-on, donc pas très encourageant pour Bitcoin si c'est le cas, hein, et si le S&P instaure un top, est-ce que Bitcoin va le suivre? C'est une question qu'on peut se poser, ok. Donc là on va faire un petit peu d'order flow, j'ai oublié sur le Bitcoin d'ailleurs. Donc ce qu'on constate actuellement, c'est que le marché trouve de l'intérêt dans les deux sens et qu'il en trouve aussi beaucoup à la baisse, c'est à dire que on trouve aussi beaucoup d'acheteurs, beaucoup de vendeurs, donc au final que la liquidité s'accumule des deux côtés, qu'elle s'accumule en bas et en haut, et si on est dans une dynamique baissière, simplement le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Si la liquidité s'accumule des deux côtés, il va poursuivre cette dynamique baissière, donc probablement que le marché fera ça en fait, et que les rebonds seront tout simplement que les pullbacks ne seront pas des opportunités d'achat, mais que les rebonds seront des opportunités de vente cette fois-ci, tout simplement. Et voilà, c'est le but d'une dynamique baissière, hein. Donc les rebonds trouvent des sommets plus bas que les précédents et trouvent des creux plus bas cette fois-ci que les précédents, ok. Donc ça, là, c'est signe d'une dynamique baissière, ça. Et si jamais on voit que le marché trouve de l'intérêt
à la baisse, les liquidités s'accumuleront dans les deux sens tant qu'on n'a pas un funding voilà, qui devient super négatif comme ça. Donc là, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à shorter, donc ce serait pas aberrant de les voir se faire squeeze. Hein. Donc un Bitcoin qui rebondit pour aller dégager ses vendeurs avant de poursuivre sa dynamique baissière, hein, parce que pour l'instant, comme on le voit en 4 heures, la dynamique est baissière en 4 heures. Donc à chaque fois qu'on fait des rebonds, c'est pour liquider les vendeurs et ensuite on reprend la baisse. Donc probablement qu'on peut poursuivre ainsi si la liquidité continue de s'accumuler en bas et en haut, ok. Mais ça peut devenir très très vite dangereux, c'est-à-dire que si le marché baisse et que l'open value se met à exploser et que beaucoup d'acheteurs tentent d'acheter le dip, ça peut devenir très dangereux, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître une grosse phase de liquidation comme on l'a connu ici, hein, c'est-à-dire que ici c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le marché baissait, l'open value explosait parce que tout le monde essayait, en tout cas une grosse majorité du marché, essayait d'acheter le dip, hein, donc ce qui fait que les liquidités s'accumulaient plus bas, et c'est ce qui a causé ici cette grosse candle, hein, donc un gros pic de liquidation. Donc voilà, attention, si le marché refait la même chose, c'est-à-dire que le marché baisse, que l'open value augmente fortement, les liquidités vont s'accumuler plus bas et ça pourrait engager justement pareil un gros pic de liquidation, donc une grosse baisse pour sortir tous ces acheteurs potentiellement, ok. Donc voilà, attention, c'est pas très encourageant si jamais le marché se met à baisser et que l'open value explose, comme je le répète, hein, et qu'on a un funding qui est neutre voire négatif, ok. Si jamais c'est le cas, on veut voir un funding, si vous êtes bull, vous voulez voir un funding rester dans le négatif, tant que l'open value augmente, ça voudra dire qu'il y a plus de short que d'achat, donc que tous ces vendeurs ici qui shortent ce marché, vont probablement se faire squeeze, hein, et qu'on aura justement la possibilité d'aller liquider ces vendeurs parce que la liquidité s'accumule plus haut. Mais si le funding reste neutre voire positif, ça veut dire qu'il y a plus d'acheteurs, donc le marché est un petit peu dans une optique de buy the dip, et ça c'est pas bon signe. Pour les bulls c'est pas bon signe, hein, parce que la liquidité va continuer de s'accumuler plus bas, ok. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour pour Bitcoin. Maintenant on peut aller très vite sur les alts. Donc Ethereum pour le coup, toujours dans cette battle zone, je vais pouvoir la retirer. Je vais plus maintenant marquer les necklines des potentiels M. Donc comme ceci, comme je l'ai fait sur Bitcoin. Hein. Donc maintenant c'est ce qu'on va suivre un petit peu. Donc tout simplement les bulls, eux, se doivent d'aller casser les 253 $ et les bears, eux, se doivent d'aller maintenant casser tous ces niveaux ici pour donner vie à tous ces M. Hein. Donc c'est pareil que sur Bitcoin. Donc voilà, si on casse tous ces niveaux que j'ai dessinés, ça donnera vie à beaucoup de M. Donc probablement reprendre une dynamique baissière ici. Hein. Donc voilà, tous ces M qui prennent forme. Quand le marché sourit, c'est qu'il est prêt à te voler ton argent. Si tous ces M prennent forme, attention, sachant que la divergence de momentum n'est pas encore présente, donc intéressant de voir que pour l'instant la divergence de momentum n'est pas encore présente, donc il faut que les bears aillent casser ce niveau ici pour donner vie à cette divergence. Pour l'instant les bears n'ont pas le contrôle du momentum, mais si jamais tous ces M prennent forme, on pourrait se dire ok, ils ont le contrôle de la dynamique et peut-être que les divergences vont arriver ensuite et ça sera pas bon signe pour les bulls. Donc attention à tous ces niveaux que j'ai notés ici, donc vous le voyez ici en 225, 218 $, donc toutes ces potentielles necklines qui pourraient donner vie à tous ces M, et ça serait pas du tout bon signe pour les bulls, hein. Ça pourrait en poser un top sur ce marché, et ou ça comme on l'identifie juste ici, tout simplement dans la zone de rechargement de short, hein, juste ici. Donc attention, tout simplement, je l'avais dessiné ici, vous voyez un petit peu. Donc voilà, je vais la redessiner comme ceci. Hop, donc grosso modo ici, donc voilà, attention. Ok, attention. Et d'ailleurs les bulls ici qui sont à break-even, hein, donc quoi qu'il arrive, ces bulls qui sortiront sans perdre sur ce setup de continuation si jamais le marché décide de revenir sur les 0,25 ou même sous les 175 $. Donc de ce côté-là, pour les traders de continuation, pas à s'inquiéter, ils sont déjà à break-even. Du côté d'XRP. Alors XRP, on avait identifié ce potentiel setup de continuation, donc on est toujours en train d'identifier potentiellement un second creux pour un setup de continuation. Actuellement, tant que ce creux tient, setup de continuation possible, hein, depuis ce creux, sinon il faudra aller en chercher plus bas. Et ce qu'on peut voir actuellement, c'est que je vais continuer de noter ça pour le coup. Mais ce qu'on peut voir actuellement, c'est que le marché continue de faire des M dans des M, pas bon signe pour XRP. Si le premier arrêt 7, très probable qu'on aille faire un petit tour dans la zone de rechargement. Et encore une fois, je le répète, sur XRP, à moyen long terme, cette dynamique et cette tendance restent baissières. Donc l'objectif des bears, il est clair, net et précis, c'est d'aller péter ce creux ici des 11 centimes pour aller faire un creux plus bas, pour poursuivre cette dynamique et cette tendance baissière. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais rien. Mais si vous êtes investisseur, ce que vous voulez voir, c'est des W-weeklies dessinés. Et tant qu'il n'y a pas de W-weekly, cette dynamique ne s'inversera pas. Je vous répète ça depuis le début des briefs, hein, depuis octobre. Et voilà, tant qu'il n'y aura pas de W-weekly, cette dynamique ne s'inversera pas. Les bears contrôleront ce marché et XRP ira toujours plus bas jusqu'à ce que ce marché fasse un W
tout simplement, et qu'il nous montre que cette dynamique est prête à s'inverser, comme on l'a fait ici. C'est tout simplement des W qui se dessinent et hop, let's go, ce marché peut partir. Mais pour l'instant, c'est pas le cas et la dynamique reste baissière. Donc, pas grand chose d'autre à dire pour XRP, hein. Tout simplement, la dynamique reste baissière. Donc, pour les investisseurs, tant que vous ne voyez pas de W weekly, il n'y a pas grand chose à faire sur XRP. Pour vous, il faut être patient, ok? LTC. Alors LTC, on avait parlé de ce potentiel setup de continuation, toujours pas déclenché. Je peux supprimer cette petite ligne ici. Non, hop, celle-ci, oui. Donc setup de continuation, toujours pas déclenché pour les traders de continuation. On se renvoie un petit peu la balle, hein, au niveau du premier arrêt. Les bears défendent leur premier arrêt, les bulls défendent leur premier arrêt. Si le premier arrêt des bulls cède, on ira très probablement faire un petit tour dans la zone de rechargement entre les $30 et les $34. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que les bulls vont réussir à reprendre une dynamique haussière, à dessiner des W weekly par ici ou non, comme ils l'avaient fait ici, ces W weekly qui avaient permis d'initier ce rallye contre tendance ici, ok. Et si c'est pas le cas, eh ben on continuera cette dynamique baissière qui est menée par les bears depuis pas mal de temps maintenant. Et leur objectif, il est clair, ce sera d'aller péter les $25 et ensuite les $22 pour aller plus bas, hein. Donc est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais strictement rien, ok. Et en tout cas, l'objectif des bulls, c'est de maintenir en vie déjà premièrement les $22, les $25 pour essayer de commencer à réinstaurer des W weekly et se dire ok, un bottom tente vraiment d'être instauré dans ces zones et probablement se rediriger dans le haut du range et pourquoi pas résoudre ce range à la hausse, hein, parce que rappelez-vous, je le dis depuis pas mal de temps, mais le marché grosso modo est en range entre ces deux bornes, entre les $22 et les $147. Et pour l'instant, on évolue dans le bas du range, donc ce qu'on va demander aux bulls, hein, c'est d'essayer d'instaurer un W weekly dans le bas de ce range pour aller revisiter le haut du range et ensuite pour les bulls d'essayer de s'extraire de ce range à la hausse, ok. Et s'ils y arrivent, on aura un gros W monthly qui indiquera qu'on reprend une dynamique haussière en monthly, donc sur une échelle quand même long terme, donc quand même de beaux jours pour Litecoin. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Pas de beaux jours pour Litecoin, hein. Les bears ont toujours la main sur ce marché, donc attention, ok. Attention sur une échelle hebdomadaire mensuelle, les bears ont toujours la main sur ce marché, donc attention. Alors Neo qui a commencé à redessiner des M, on les avait identifiés un petit peu ici, donc retour en zone de rechargement de short. Logique de voir des acheteurs prendre profit, hein, ceux qui ont acheté ici par exemple. Au niveau de l'OBV, on va checker un petit peu ce qu'indique l'OBV. J'en avais des grosses divergences aussi ici au niveau de l'OBV, donc attention, des M qui se dessinaient sur l'OBV, donc les capitaux qui quittent un petit peu le marché. William qui avait quitté son état d'enfoncement depuis pas mal de temps aussi, de grosses divergences qui ont pris forme, donc aussi ici attention, il se passe quelque chose, hein, le mouvement perd de sa force, les bears ont repris le contrôle du momentum, les bears ont le contrôle de la dynamique, pour l'instant on commence à revoir des M se dessiner, donc un nouveau M qui pourrait prendre forme ici tout simplement. Donc les bears vont essayer d'aller casser ce niveau et aussi de casser le premier arrêt. S'ils y arrivent, la prochaine zone à surveiller, c'est la zone de rechargement entre les $6 et les $7,5. Et pareil, Neo évolue toujours dans une dynamique baissière, que ce soit à moyen long terme, hein. On continue de voir un marché qui fait des creux de plus en plus bas avec des sommets de plus en plus bas. Donc l'objectif des bears, ce sera d'essayer d'aller péter les $3,6. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais strictement rien. Mais tant que vous ne voyez pas de W weekly, Neo ne repartira pas dans une dynamique haussière comme il avait fait ici. Temporairement, beau petit W weekly, ce marché a pu retracer un petit peu, très faible, hein, un mouvement très très faible, mais ça a permis de récupérer un double, déjà c'est déjà bien. Ce marché a retracé un petit peu, mais pas de quoi retourner dans une dynamique haussière à long terme, la dynamique reste baissière. Voilà, si je vous prends le Neo depuis ici, hein, depuis son top qui a été trouvé en janvier 2018, ici c'est clairement un marché sur une dynamique baissière. Donc ce que vous voulez voir, c'est un bon gros W weekly qui prend forme, et ici on se dira ok, on peut repartir sur une dynamique haussière tentée. Pour l'instant c'est pas le cas, la dynamique reste baissière sur Neo, donc les bears contrôlent ce marché à long terme, hein, et pour eux leur objectif il est clair, c'est d'aller péter les $3,9 ici, donc oui voilà, $3,9. Donc est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais rien. Les bulls eux vont essayer vont essayer tout simplement de transformer ce V-bottom en W pour essayer de repartir dans une dynamique haussière, ok. Donc voilà pourquoi il est intéressant de surveiller la zone de rechargement, parce qu'elle peut permettre d'instaurer ce W weekly justement, hein. Donc voilà, très intéressant pour les investisseurs d'essayer de s'intéresser, enfin tout simplement de s'intéresser à cette zone de rechargement, ok. Donc voilà, je pense que pour Neo j'ai fini. On va aller faire un tour sur ADA. Donc ADA qui est revenu dans la zone de rechargement de short de tout ce mouvement. Attention, est-ce que le marché est en train de commencer à nous sourire et essayer de nous dessiner des M? C'est une question qu'on peut se poser, hein. Donc ce M sera confirmé ici si on casse ce niveau tout simplement. Si on casse le niveau des $0,069 tout simplement.
Voilà. On peut aller checker un petit peu au niveau de la dynamique sur le momentum, hein. Donc pour l'instant, pas de divergence côté momentum, donc les bears n'ont pas la main sur le momentum. Assez intéressant de noter ça. Toujours pas de signe de M ici, donc pas de signe de top pour l'instant sur ADA, mais attention, on revient dans la zone de rechargement de short, hein. Donc clairement ici des zones de profit pour les acheteurs qui ont pu acheter en bas quoi qu'il arrive. Si vous êtes investisseur, encore une fois, vous n'achetez pas la zone de rechargement de short, c'est le pire endroit pour le faire. Vous tracez votre zone de rechargement tranquillement, vous voyez qu'elle est ici, donc vous c'est cette zone qui vous intéresse, hein, si vous cherchez à investir dans ADA. Donc la zone 61,8, 78,6% de retracement tout simplement. Donc ici, donc en dollars, ça donne la zone des 0,044 dollars et 0,032 dollars tout simplement. Voilà, je vois pas grand chose d'autre à dire. On peut checker un petit peu. Ok, donc gros creux dans le volume profile ici. Le marché reviendra très probablement faire du business ici. Pareil ici, vous voyez ici ce gros creux. Donc le marché reviendra probablement faire du business ici. Ce wake off check qui n'a pas été effectué. Donc le marché reviendra aussi ici très probablement. Donc pour les investisseurs, intéressez-vous à ces zones encore une fois. Donc voilà, tout simplement. Mais faites attention, encore une fois, ADA c'est la même chose, hein. C'est-à-dire qu'à moyen long terme, on est toujours sur une dynamique baissière pour l'instant, un marché qui fait toujours des creux de plus en plus bas et des sommets de plus en plus bas, hein. Donc attention, l'objectif des bears sera d'aller péter ce creux ici. Est-ce qu'ils vont y arriver? J'en sais rien. Et eux, l'objectif des bulls, ça va être de maintenir ce creux si jamais le marché retrace pour essayer d'instaurer un bon gros W weekly ici. Et on pourra se dire, ok, on repasse dans une dynamique haussière, pardon. Et ADA sera prêt à retracer et à retrouver des prix croissants. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc faites très attention. Mais en tout cas, en daily, pour l'instant, il n'y a pas de signe de top encore sur ce marché. Ok, pour l'instant, pas de signe de top du côté de ADA. Et je vais finir par Theta parce que ça m'a été demandé. Et là, c'est l'exemple parfait sur Theta. C'est-à-dire que vous voyez un marché horizontal, mais vertical, pardon. Vous n'achetez jamais un marché qui est vertical. Jamais, jamais, jamais. Parce que ce qui vous attend, très probablement, c'est ça. C'est simplement le gros mouvement de correction qui shake out, qui secoue tous les acheteurs qui ont FOMO. Et les acheteurs se prennent un moins 60, moins 70% dans les dents. C'est pour ça que vous tracez tranquillement votre zone de rechargement. Et là, vous voyez que le marché commence à redevenir un petit peu moins volatile dans cette zone de rechargement. En tant qu'investisseur, c'est ce que vous voulez voir. Donc si vous avez acheté ici, vous avez pris des profits ici, ça peut être intelligent de commencer à reprendre des achats ici encore une fois. Si vous êtes dans une optique de dollar cost average, voilà, ça ferait sens. Encore une fois, pour les acheteurs, vous cherchez à acheter un marché horizontal. Le marché a été horizontal ici, donc le signal a été donné ici lorsque tous ces W ici ont pris vie, hein. On cherche à acheter ces W. On ne cherche pas à acheter un truc qui est vertical comme ceci parce que comme je vous l'ai montré, ce qui vous attend c'est ça tout simplement, le retour en zone de rechargement. Donc là on trace la zone de rechargement, on peut aller checker le momentum. Pour l'instant le momentum, toujours pas de signe de divergence, toujours pas de signe de beau W ici, donc idéalement on voudrait voir ça, donc le marché qui pousse encore un petit peu plus bas à la divergence, ensuite un beau W qui se montre et là on se dira ok, les acheteurs peuvent reprendre le contrôle de ce marché, donc là ça peut être intéressant pour vous en tant qu'investisseur de réinvestir dans le Theta si vous cherchez à investir dans ce marché, ou tout simplement d'attendre une zone horizontale, d'attendre une phase de marché horizontale qui ne fait rien, où il n'y a plus d'intérêt, et c'est à ce moment que vous allez pouvoir investir lorsque les W prendront vie, lorsque les acheteurs gagneront cette contraction de la volatilité tout simplement. Ok, donc la localisation est intéressante, mais pour moi dans mon cas si j'étais investisseur ça me semble encore assez tôt, pour essayer de réinvestir dans ce marché simplement. Lorsque je vois le volume, hein, du côté des bulls, il n'y a pas de réveil pour l'instant du côté des bulls, on est sur un volume décroissant. Donc voilà, ce qu'on aimerait voir, c'est un marché qui pousse à la divergence, un marché qui se remet à faire de beaux W sur le momentum, qui se remet aussi à faire de beaux W sur le prix, un volume qui devient peu à peu croissant comme ceci, et là on se dira ok, ça redevient bon signe au niveau de la dynamique et de la dynamique interne, mais pour l'instant c'est pas le cas, mais la localisation est intéressante. Mais pour l'instant ça me semble encore trop tôt pour investir dans Theta, et encore une fois, ici vous avez la preuve qu'acheter un marché vertical c'est la pire chose à faire, tout simplement. Vous tracez votre zone de rechargement et vous attendez, il faut être patient. Ceux qui ont été impatients et qui ont acheté ce marché vertical se sont fait punir. Alors ceux qui ont tracé leur zone de rechargement peuvent attendre, mais pour l'instant à mon sens il faut encore être patient parce que ce marché pour l'instant ne nous indique pas qu'il est prêt à repartir. Ok, donc voilà, donc je pense que pour Theta j'ai terminé et je pense qu'on a fini pour ce brief d'ailleurs, je pense que j'ai plus rien d'autre à dire, donc on a fait le point sur les options, on a fait le point sur l'open value, donc sur l'order flow. Je vois pas grand chose d'autre à dire, je vous ai un petit peu éclairci
sur les options, on a été un peu plus en profondeur cette fois-ci. Donc voilà, donc si ce brief vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, vous savez c'est le meilleur moyen de récompenser le travail qui est fourni. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description et dans les commentaires. Donc moi je vous souhaite une excellente journée, on se retrouvera donc très probablement demain pour parler de l'expiration des contrats et pour clôturer cette semaine tout simplement. Donc je vous souhaite une bonne journée, allez ciao tout le monde.